Il s'était vengé. Voilà. On pouvait rien y faire. Bad, c'était caïd et pas Tony. Il avait qu'à s'écraser et encaisser. Et c'est important de démarrer cette émission avec toi, mon ami Naïm. La mafia a parlé encore une fois. Ouais, ça nous a ramené à une triste réalité. Il y a que certains combats qui sont perdus d'avance, malgré toute ta bonne volonté. Ouais, mais n'oublie pas, touche-moi pas, touche-moi pas. D'accord? Touche-moi pas comme ça, toi. Il y a une mafia qui est toujours plus forte qu'une autre mafia. Bon, Naïm, on va pas partir dans le débat de l'arbitrage. Ça nous a gonflé toute la semaine. La miniature de cet épisode sur l'avant-match face à Nantes, on l'a appelé Place au football, les amis. On veut parler football avec Naïm. On en a tellement ras la casquette de l'arbitrage, de tout ce qui s'est passé. Naïm, comment on se met dans le football maintenant là? On arrête un peu l'arbitrage. Ils nous ont fait trop mal. En regardant qui nous est opposé ce week-end, alors bon, on vous garantit pas qu'on ne parlera pas une seule seconde d'arbitrage parce que malheureusement, ça fera partie du match de dimanche. Mais la réalité, c'est qu'on a un adversaire qui se fait de plus commun en France en termes de style de jeu. Hein. C'est clairement ça. Alors déjà, il faut préciser qu'il faut vraiment qu'on aime énormément nos abonnés pour s'être infligé le Nantes-Lens pour l'analyse de ce match. Naïm, attends, tu fais bien de le rappeler, les gars. Ceux qui nous suivent, qui vous êtes extraordinaires, vous êtes déjà abonnés, vous likez, vous commentez à chaque fois, c'est incroyable. Mais on a regardé un peu sur les stats parce que nous, on est des anciens, on ne regardait pas trop les stats. On a dit, putain, c'est bien, ça remonte tout. Mais vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et pas vous abonner, les gars. Lâchez le pouce, faites pas comme les arbitres. Commencez pas. Commencez pas, ou sinon on va vous surnommer Jérémy Pignard. non, mais c'est vrai, c'est quand même un sacré Nantes-Lens, quand même. Ouais, c'était les 4 buts sont très trompeurs. Le match était vraiment mauvais et en fait, clairement, qu'est-ce qu'on a remarqué à Nantes, quelque chose qui risque de nous attendre. Alors, c'était quand même, il restait sur une grosse déconvenue sur le match précédent et sûrement qu'ils voulaient mettre un peu plus de jeu. Là, on voit que le bloc, bon, il est quand même pas très haut non plus. On peut l'appeler bloc Ligue 1, celui-là, non? Ouais, on a les deux lignes de 4 regroupées et des attaquants. Alors, il y a quand même une nouveauté sur ce match, quelque chose que je n'avais pas vu dans les matchs d'avant, c'est la position de Moses Simon. Tu vois qu'il est quand même beaucoup plus bas. Il est vraiment dans la ligne de 4 du milieu de terrain, sur le côté gauche, là où on avait tendance à le voir quand même plus haut pour jouer les contres. Mais peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est pour justement profiter de cet espace qui se crée dans le dos du défenseur qui est obligé de jouer plus haut. Bon, chez nous, ça se ferait presque naturellement, j'ai envie de te dire, parce qu'on les force à jouer plus bas. Mais là, dans cette stratégie-là, vraiment, le vrai renouveau, il a été là. Mais sinon, ces deux lignes très, très proches, c'est ce qu'on a vu dans les autres matchs qui vont peut-être plus ressembler à ce qui nous attend, nous. On sait que contre Lille, par exemple, ils ont joué plus bas. Tu revois bien tes deux lignes. En fait, tu vois le joueur que j'ai mis en évidence, là, le deuxième attaquant, il a même tendance parfois à rentrer dans cette ligne du milieu du terrain pour faire quasiment un milieu de terrain à 5. Et là, tu le vois bien que c'est du comboiré. ça renforce, ça remet de l'intensité. Après, bon, sur certaines positions, ils sont vraiment en 4-4-2 avec les deux joueurs les plus hauts qui vont pas presser. Hein, tu le vois, hein, clairement, là, c'est mis en évidence. C'est juste du positionnement. Ça ressemble énormément à ce que fait Auxerre. Hein. Et d'ailleurs, sur le match de Monaco, tu le vois qu'ils étaient même à 5 derrière. Et c'est peut-être ce qui nous attendra ce week-end. Quel est le risque vraiment? Tu le vois là sur le coup, Simon était avec Ablin en position haute, donc c'était Mostafa qui ne jouait pas. Et le but, c'est sûrement ce qui nous attend ce week-end, c'est mettre énormément de densité, garder ces deux joueurs rapides pour les contres. Et là, on va avoir une passe monégasque qui va être cherchée dans l'axe, là où justement ils vont être capables, grâce à ce monde, à déclencher une interception. C'est ce qu'a très bien fait Palois sur le coup. On regarde, tous les Nantais sont très loin de la monégasque. Et à deux joueurs, une superbe ouverture de Moses Simon, une accélération d'Ablin qui profite de l'espace énorme qui est laissé. Forcément, quand tu as une équipe qui joue haut face à un bloc aussi bas, tu dois laisser de l'espace derrière toi. Et dès la deuxième minute de jeu, il va trouver le poteau sur cette action-là. Mais en fait, si tu veux, on a tout résumé. Voilà, aussi bien toi que moi. Chaque match, on essaie de trouver quel est le joueur un petit peu danger. Il y a un joueur dans cette équipe que l'on annonce depuis quasiment le début de saison, hein,
qui est pour nous depuis le match aller, on avait fait un focus sur lui pour le match aller. Ouais, je pense que c'est l'un des plus gros espoirs de ce championnat. C'est vraiment un top talent, Mathis Ablin, Naïm. Vu la fébrilité de notre couloir gauche, on peut imaginer que Comboiré va appuyer très très fort. Oui, lui, il a plutôt tendance à se déporter côté gauche, quoique en fait, il bouge énormément. Il est complet. Il est complet, voilà. Le vrai mot, c'est qu'il est complet. Il est très, très doué dos à la cage. Il est fort techniquement. Il peut garder le ballon. Il peut faire monter le bloc. Et surtout, il va vite. Il va vite et il est capable de percuter avec le ballon. Donc, c'est un danger permanent. Vraiment, Ablin, un danger permanent. Moses Simon, très dangereux aussi, on le sait. Je mets la compo comme ça on la voit. Je vais zoomer. Alors voilà, ça c'est ce qui a été fait contre Lens. Mais est-ce qu'il va oser mettre Mostafa, Simon et Ablin ensemble contre nous? Alors clairement, s'il le fait, ce sera en jouant à 4 au milieu. Enfin, ils ne seront pas 3 devant comme là. De toute façon, tu as vu que contre Lens, au final, ils n'étaient pas, ils étaient pas là. Pas comme ça bougeait beaucoup, en fait. Si tu veux, tu avais un milieu qui pouvait même venir descendre dans la ligne de… comme on pouvait le voir à l'époque avec Belsa, Romao, qui décrochait pour faire une ligne de 3 derrière. Ils faisaient même ça, ils se retrouvaient à 3 avec Simon qui là pour le coup devenait piston gauche. Donc il y avait beaucoup de mouvements. Je les vois moins faire ça. Clairement contre nous, ça va être du bloc bas, mais ils ont ces deux joueurs là qui sont très très dangereux en contre. On peut retrouver ça, Naïm, peut-être. On peut retrouver ça. C'est la compo face à Monaco. Tu vois, avec Simon Sablin, avec une défense à 3 derrière, avec Palois, Castello et So, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, ils menaient à 0 jusqu'à l'exclusion. Donc, ils ont explosé après avoir été à 10. Donc, ce plan de jeu contre Monaco, en théorie, il peut se dire que c'était pas si mauvais. Je ne pense pas qu'il gardera Mostafa Mohamed, qui lui servira pas à grand-chose dans ce système de transition. Oui, d'autant plus que les entraîneurs, là, ils ne sont pas naïfs. Hein. Ils voient ce qui marche contre l'OM. Ce n'est pas ce qui marche dans leur effectif. Quand tu es une plus petite équipe, c'est de t'adapter à l'adversaire, au point faible de l'adversaire. Et pour le moment, cette saison, pour nous, notre, entre guillemets, point faible, j'ai bien aimé dans la conférence de Zerbi, la question est par Michel Alaga qui lui demandait comment ça se fait que l'OM avait plus de difficultés en première mi-temps. Est-ce que l'OM ne rentrait pas sur le rythme de seigneur, contrairement au Auxerre qui rentre avec la rage? Et la réponse de Zerbi, elle est ouais, mais c'est quand même, tu peux mettre plus de rage quand tu défends que quand tu attaques. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est quelque chose qu'on répète tout le temps ici, toutes les semaines, que c'est très compliqué de déstabiliser des blocs bas et que mettre de l'agressivité, je crois que c'est quasiment mot pour mot ce qu'on a dit après le match d'Auxerre. Hein. C'est mettre de l'agressivité quand on dégage le ballon, quand l'adversaire dégage le ballon dès qu'il a, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'il faut, là où il faut être bon, c'est avec le ballon. Hein. Vraiment. C'est beaucoup plus dur d'être bon avec le ballon que de défendre. C'est beaucoup plus dur de faire ce qu'on fait nous que ce que fait Auxerre ou Nantes. Et dans un jour où l'équipe adverse a la réussite et l'efficacité, ça sera toujours compliqué. Il faut bien se rendre compte que Nantes a quasiment les mêmes arguments qu'Auxerre, donc a la possibilité de faire ce qu'ils ont fait. J'ai envie de te dire, ils sont meilleurs offensivement. Ils ont plus de qualité avec Simon et Ablin, qui est au moins équivalent à Perrin et Traoré. Là où je trouve, ce que j'ai dit, là où je trouve moins bon, c'est peut-être derrière, c'est un peu plus lourd que Auxerre qui est très explosif. Exactement. Donc Auxerre est plus à même de fermer les espaces rapidement défensivement. Et là où eux, ils auront peut-être un peu plus de difficultés à ce niveau-là. Mais on s'en remet à ce qu'on répète ici semaine après semaine. Le premier but est déterminant. Parce que en face, ils n'ont qu'un seul plan de jeu. Ils n'ont une seule idée, c'est on ne sort pas, on ne va pas presser, on se met très bas, on ferme les espaces et on joue les contres. Du moment que tu es mené 1-0, tu es obligé de sortir un peu plus et d'essayer d'aller récupérer le ballon. Et c'est là où nous, on est très performants, où tout le jeu de Zerbi prend sens, c'est de créer des décalages face à une équipe qui est obligée de sortir, de venir te presser, parce qu'on a peur de créer de l'arrière, parce qu'on commence à avoir de la sûreté dans nos sorties de balles. Mais tant qu'on ne mène pas 1-0, tout est possible. Ah bah oui. Et surtout Naïm, on peut quand même en parler parce que ça va être un fait déterminant. C'est un match au stade Vélodrome, un match à 20h45. On aura joué après tous nos concurrents. Donc, il y a des matchs importants cette semaine. Hein. Il y a quand même un Lille-Paris Saint-Germain. Il y a un Nice. Nice, rappelle-moi contre qui joue Nice. Je ne sais plus contre qui joue Nice. Il y a Monaco-Reims. Je crois que Nice, ils n'avaient pas un match très, très compliqué. Ouais, non. Et mine de rien, on va jouer après tous ces matchs-là, Naïm. Tu vois ?
Donc, on peut se dire qu'il y aura une grosse pression sur l'arbitrage. On a dit qu'on ne va pas parler que de l'arbitrage, mais il va y avoir une grosse pression quand même sur l'arbitre. Ils vont à Saint-Etienne-Nice demain. Bon, Donc, pas forcément gagné d'avance. Ouais, pas forcément gagné d'avance, mais bon. Et donc, c'est Stéphanie Frappart qui sera au stade. On connaît Comboiré et Valdemir Kitak. Alors là, c'est le bal des faux culs. On a peut-être les champions des faux culs qui disent une semaine avant, on a perdu plus de 21 points, je crois, liés à l'arbitrage. Et derrière, traité de Pablo Longoria de paria et de faute inexcusable qui mériterait limite la perpétuité. Je sais qu'on abuse un peu, Naïm, mais mine de rien, on sait qu'il va y avoir une très, 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 très grosse pression sur le match, sur le jeu, sur l'arbitrage. Ouais, c'est sûr que de toute façon, elle est dans une situation inconfortable parce que dans un sens ou dans l'autre, il lui sera reproché d'avoir soit d'avoir été influencé par le fait que Pablo Longoria ait crié, soit de l'autre côté, de continuer à faire ce qu'ils font très bien depuis le début de la saison. Donc, ça va être, c'est sûr que ça va être compliqué. Le problème, il est encore plus grave que ça. En fait, le problème, c'est que j'imagine qu'elle fait partie des arbitres qui ont porté plainte ou qui vont porter plainte. Donc, ça pose quand même une vraie question à ce niveau-là. Donc, il faudra faire abstraction de tout ça. Je te mets quand même cette image parce que je trouvais qu'elle était. Bon, on a dit qu'on ne parlerait pas d'arbitrage, mais on va quand même en parler quand même parce que. Ouais, on peut parler en tout cas de tout ce qui se passe autour. Voilà. Il y a deux images. Ces images-là, c'est une là. Tu as l'impression qu'il y a deux messages qui veulent être donnés. Le premier, c'était il y a 1 an après une erreur de l'arbitre face au Paris Saint-Germain. Et le titre de l'équipe, la une de l'équipe, c'est « Il faut tout revoir ». La question, c'est est-ce qu'1 an plus tard, sur une saison qui s'annonce dantesque en termes d'erreurs d'arbitrage, et pas que pour l'OM, pour beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont joués à chaque match, chaque semaine, on voit des dingueries. L'expulsion d'Enzola à Lens, elle est incroyable. Achraf Hakimi qui met une reprise de volée, pas de carton rouge. Et j'ai bien aimé, je ne sais plus qui a dit, c'est peut-être Daniel Riolo, tu sais, pour une fois, j'ai l'impression que comme l'OM leur ouvre un peu plus la porte pour venir faire des interviews, j'ai l'impression qu'ils sont plus sympas avec nous. Mais il a dit quelque chose de très vrai quand il parlait de Clément Turpin. Est-ce que Clément Turpin, finale de Ligue des Champions, tu mets un carton rouge à Carlo Ancelotti? Est-ce que tu réagis de la même manière quand tu es dans une finale des champions ou quand tu es dans un match de Ligue 1 à savoir qu'on a l'impression que les arbitres français à l'international, ils sont reconnus, attention, hein. Le Texier et Turpin ont arbitré des finales. Hein. Le Texier a quand même arbitré la finale de l'Euro. Hein. Ah, peut-être parce que en Coupe d'Europe, s'ils se manquent, ils ne sont pas repris. Alors que là, ils ont une impunité totale en championnat. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on a les mêmes arbitres. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Il n'y a aucun système de promotion, de descente. Moi, comme on a dit, on ne va pas s'y attarder 100 ans. On sait qu'il faudra qu'on soit 2 fois meilleur que l'adversaire. Maintenant, il faut quand même dire quelque chose d'important dans toute cette affaire. Je crois que depuis que je suis le football, j'ai rarement vu un dirigeant d'un club aussi important que l'OM être aussi poli et respectueux que Pablo Longoria. Ouais, limite trop par rapport à certains supporters qui disaient qu'il prenait trop de pincettes et qu'on n'entendait pas assez. On peut le dire, il n'y a pas de souci, peut-être, c'est une possibilité, hein, certainement. La réalité n'empêche, c'est qu'elle est là. Donc, pour arriver à faire disjoncter de cette manière-là cet homme-là, il en a fallu. Et en fait, voilà, maintenant, là, depuis une semaine, on a l'impression que voilà, le monde de l'arbitrage français, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est eux les victimes. Non, c'est pas vrai. Pas vrai, je suis désolé, l'arbitrage français est très mauvais et des erreurs, comme je t'ai dit, il y a des erreurs qui sont acceptables. Tout peut être vu du fait de l'interprétation ou peut-être que l'arbitre était mauvais ce jour-là, comme pour la main de Murillo contre Rennes, contre l'expulsion de Cornelius contre Nice, qui sont normalement inexplicables. Mais bon, ils peuvent faire des erreurs, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de vision vraiment de malhonnêteté. Pour la première fois, avec Stina contre Lille, on a vraiment la preuve que l'arbitre a été malhonnête. Voilà, il y a pas si quelqu'un peut m'expliquer qu'il n'y a pas de malhonnêteté dans le fait d'avoir eu ce jugement entre le président de Lille et Benassia, pour 2 actions qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Une, c'était une agression physique. L'autre, sans violence, sans véhémence, il lui signale de dire à l'arbitre qu'il y avait pénalty. Voilà, s'il se fait sentir agressé d'un côté et pas de l'autre, sans être malhonnête, qu'on m'explique. Voilà, pour moi, là, clairement, on a la preuve que cet arbitre-là a été malhonnête. On sait maintenant qu'en commission de discipline,
il en a profité pour à nouveau s'en prendre à Mehdi Benassia, bien montrer que c'était lui le patron et à être très véhément avec lui. Donc, quand on sait tout ça, quand on a vu tout ça, quand on sait que cet arbitre qui était malhonnête, qui aurait dû être au banc des accusés et à la place, il se retrouve à lui être l'accusateur face à Mehdi Benassia pendant la commission de discipline, et qu'on sait que qu'il est désigné pour arbitrer l'OM, alors qu'en fait, après une telle action, il ne devrait même plus avoir le droit d'arbitrer en Ligue 1. Ouais, c'est la provocation. C'est Ben voilà, Saïd Ndjimi qui disait ça, l'ancien. oui, tout simplement. Et en fait, les seuls qui posent les vraies questions, les Aubragnac, les Roten, eh ben, on ne leur donne pas la réponse. Ils posent ces questions-là. Comment ça se fait qu'il s'est passé ça contre Lille et qu'il n'y a aucune sanction? Comment ça se fait qu'il a été désigné? Donc voilà, pour moi, clairement, je te le dis clairement, tout a été fait pour que abattre l'ennemi. Pour qu'il disjoncte. Je pense que la cible, c'était Benassia, c'était pas Longoria, mais tout était fait pour qu'il disjoncte et ou en tout cas pour qu'il s'exprime plus jamais jusqu'à la fin de la saison, voire de sa carrière à l'OM. Et voilà, donc quand Pablo Longoria dit que c'est de la corruption, moi, je pense que ce qu'il veut dire, et c'est ce qu'il a dit après coup, c'est en gros, tout était prévu pour que ça finisse comme ça. Et ben, écoute, moi, je suis totalement d'accord, il a raison. Sur ça, il a raison. Voilà, c'était prémédité, il a raison. Il n'y a pas de corruption. C'était le petit point arbitrage. Je sais que c'est dur à encaisser. Je pense que pour tout supporter, c'est très difficile. Mais Grégo, on va rester sur le terrain. On va parler jeu et on va parler 11 de départ. Parce que c'est là la réponse qu'on peut donner. Voilà. Et c'est surtout, c'est quelque part, on ne peut la donner que là, nous, aujourd'hui. Parce qu'on est quand même deuxième. Alors, c'est vrai que les gens, ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'on parle de l'arbitrage alors qu'on est deuxième. Tu vois, c'est pour dire qu'il y a vraiment des dingueries aussi. Parce que sinon, on aurait pu se plaindre en se disant, ouais, mais regarde, on a perdu ça. C'est pour ça qu'on n'est pas deuxième. Là, aujourd'hui, c'est deuxième de Ligue 1 avec un arbitrage défavorable et qui va l'être encore, probablement encore jusqu'à la fin de saison. Je ne vais pas dire encore plus parce qu'il est déjà défavorable. La question maintenant, Naïm, c'est quel 11 de départ après la gifle, parce que moi, je te l'ai dit et je l'ai répété sur le plateau aussi du Phocéen, c'est une gifle qu'on a pris au cerf. Il y a un point lié à l'arbitrage, mais les joueurs n'ont pas été aussi performants qu'ils l'ont été face à Saint-Etienne notamment. Oui, c'est une gifle au niveau du score. Uniquement au niveau du score. Oui, bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'au niveau du score, tu as raison. Et en plus, tu as enlevé 3 buts de ton goal à virage, tu vois, qui va être important en fin de saison. On le sait, ça va jouer, faut pas rêver, ça va jouer à 1 point ou à un goal à virage en fin de saison pour la Ligue des Champions. Donc là, en conférence de presse, Naïm, il a annoncé, c'est clair, net et précis. Kondogbia, Balerdi, Murillo, ça bouge pas. L'intermittent du spectacle qui n'a pas encore démarré sa saison, Luis Felipe Ramos, est pas encore apte. Il a un contrat de 1 an et demi. Peut-être qu'il va jouer quelques matchs d'ici la fin de saison. On verra. J'ai confiance, moi, il finira par jouer. Ouais, on l'espère. Mais bon, en tout cas, tu as à la base la défense qui t'a apporté deuxième. C'est-à-dire que Murillo, Balerdi, Kondogbia. C'était la défense type. Ouais, sauf que Kondogbia, malheureusement, n'est pas encore au top de sa forme. On le sent. On le répète assez souvent, malheureusement, pour Kondogbia, qu'il a besoin toujours de temps, mais quand il revient, il est en forme. C'est souvent le cas des gros gabarits. Ouais, exactement. Alors là, on a pris le souhait, Naïm. Donc, Benasser, Højbjerg. On peut se poser la question Rongier, mais on a senti quand même dans la conférence de presse, Naïm, il y a quand même beaucoup plus de. On le sent. Il ne peut pas enlever Benasser. C'est ça qu'il le dit gentiment. C'est un talent supérieur. Surtout au Vélodrome, face à Mlogba. Quand on regarde le match d'Auxerre, on a ciblé des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais pensez que. Et pourtant, tu sais à quel point on adore Rongier. Mais penser que c'est Rongier qui aurait changé ce match-là, je ne pense pas. Parce qu'en plus, le pire, c'est que Benasser, tout en étant moins bon que sur les matchs précédents, il a quand même fait 1 ou 2 passes qui auraient pu faire la diff en première mi-temps. Donc, c'est malheureusement compliqué pour Rongier. On adore Rongier, mais c'est dur de lui trouver une place dans ce système-là. Les 3 milieux, les 2, parce qu'il ne peut pas jouer le poste de Rabiot. Les 2 joueurs à son poste sont trop performants. Mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, il a dit, est-ce qu'on pourrait voir Benasser Rongier? Et c'est là où sa réponse, il a été politiquement correct pour pas que ça fasse les gros titres en disant c'est soit l'un ou soit l'autre. Il n'a pas dit ça. Il a dit Rongier peut jouer avec Benasser, Rongier peut jouer avec Højbjerg, Højbjerg peut jouer avec Benasser. Mais la réalité, c'est que ce que fait Højbjerg, Rongier ne sait pas le faire. C'est ça. C'est le joueur qui réalise le plus de passes constructives en Ligue 1 cette saison.
Bah, Oui, il a la même chance du jeu que Rongier, donc Rongier ne peut pas le rattraper sur ce niveau-là, ce qui est sa grande force. Mais les deux sont très performants déjà dans ce domaine-là. Et oui, Højbjerg est un poil meilleur, je pense. Enfin, c'est très compliqué, hein, vraiment. C'est dur pour Rongier, mais les deux joueurs qui sont là, pour moi, même s'ils ont parfois des passages moins bons, même si on peut leur faire certains reproches, ils sont quand même intrinsèquement plus forts et ils ont, je pense, la petite passe en plus par rapport à Rongier qui est capable d'en faire, attention. Hein. Mais eux, c'est vraiment du très très haut niveau. Je pense que ça sera compliqué pour Rongier de réintégrer le 11 cette année, mais je serais très très content qu'il prolonge et que l'an prochain, quand on aura bien besoin sûr. de monde et qu'on ne pourra pas jouer tout le temps avec les mêmes 11, on ait un Rongier dans l'effectif. D'autant plus qu'on a Benasser qui, son état physique, à l'instant T, on ne sait pas ce que ça va donner, un enchaînement de matchs. On ne sait même pas s'il peut tenir 90 minutes jusqu'à aujourd'hui. Il le sort toujours quand même à la 65 ou 70e. Par contre, on a fait le choix d'Amar Dedic sur le couloir gauche. Parce que on a dit stop. Stop à. Je suis désolé, les gars. On rigole quand on dit ça, mais on ne va pas s'acharner sur Quentin Merlin. Mais aujourd'hui, quand vous avez suivi l'après-match, qu'on voit le positionnement de Merlin et l'importance, il a dit dans la conf de presse, sur l'excellente question de Ryan, qui pose la question si demain vous basculez en 4-2-3-1, est-ce que vous n'avez pas envie de retrouver votre ancien schéma? Et oui, pour voir mon ancien schéma, il me faut des joueurs qui soient capables de faire ce que fait Luis Enrique à droite. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on disait ici. Hein, de toute façon, c'est que notre principal problème en ce moment, c'était ça. Si tu veux, j'ai eu la chance d'aller faire un après-match avec des Auxerrois. Ça a été très dur sur leur chaîne, mais je leur ai expliqué à quel point Merlin avait des opportunités dans ce match-là. En fait, ça se concentrait côté droit et quand ça basculait à gauche, Merlin était en 1 contre 1 avec pas mal de champs devant lui. Mais c'était peut-être voulu, hein, de la part de l'entraîneur d'Auxerre parce qu'il sait qu'il n'aura pas la possibilité de passer. Et en fait, ça nous fait trop mal. J'espère que Dedic va jouer, mais ce n'est pas une garantie qu'il arrive. Il vient d'arriver, c'est un jeune joueur. Ça peut être compliqué pour lui aussi, mais lui, il a les qualités pour. Là où Merlin ne les a pas. Merlin n'a pas les qualités de vitesse et de percussion pour créer du danger à partir de rien. Dedic les a. Et ce qui va y arriver, on verra bien. Il a fait une entrée que j'ai trouvée excellente contre Saint-Etienne. J'ai vu qu'il s'était fait assassiner contre Auxerre, mais il rentre je crois qu'une ou 2 minutes après, Cornelius se fait expulser. Donc bon, ça rend les choses quand même très, très, très compliquées. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sera le changement parce que c'est notre principal axe d'amélioration. Que sur tous les autres joueurs que tu as mis dans le 11 de départ. J'ai laissé Greenwood parce que, Naïm, tu as entendu, tout le monde parle d'une baisse de régime de Greenwood. Même le coach, je pense qu'il le voit à l'entraînement et il se dit, mais ce joueur est tellement exceptionnel que. Ouais, comme j'ai dit, il faut relativiser quand même. Hein. Son match de Saint-Etienne est très très bon. Donc, Oui, non, mais je pense que quand il passe, en fait, le problème, c'est qu'il a des passages où on ne le voit pas du tout sur le terrain. Il y a certains matchs où on a l'impression tu n'as même pas l'impression qu'il est transpiré, tu vois. Mais encore une fois, c'est dû à la fois à notre style de jeu et à l'adversaire. Dans ces deux lignes qu'on a montrées de Nantes là, qui étaient basses et qui seront encore plus basses et encore plus resserrées contre nous, il a 3 joueurs autour de lui. Et en fait, s'il décroche pour toucher le ballon, il se met à la place de Benasser et d'Højbjerg. Donc ça ne sert à rien. Là, il y a une densité incroyable. Donc il faut vraiment se rendre compte. Je les entends, hein, les critiques sur Dredo, et je trouve aussi qu'il n'a pas été bon contre Auxerre, que le peu de ballons qu'il a eu, il aurait dû être plus juste. Mais la réalité, c'est que c'est très très dur de le trouver et qu'on peut pas. On peut lui reprocher de ne pas avoir été assez clinique sur le peu de ballons qu'il a touché, mais c'est difficile de lui reprocher de toucher plus de ballons dans ces matchs-là. On l'a déjà dit, Naïm, il n'a plus le même rôle qu'en début de saison. Il a plus le même rôle et les lignes sont tellement resserrées en face que de toute façon, s'il vient décrocher, toucher ces ballons-là, il va marcher sur le pied des joueurs qui sont déjà là. La clé, c'est vraiment par le mouvement, le déplacement et qu'on arrive à trouver la passe qui fait la diff ou, à la manière de Gouiri contre Saint-Etienne, l'exploit individuel qui te débloque ces matchs. Et comme je vous l'ai dit, hein, des équipes qui ont eu ces plans de jeu-là et qui ont explosé, il y en a eu. Hein. C'est Toulouse, Montpellier et Le Havre sont venus jouer dans cet état d'esprit-là et ils en ont pris entre 3 et 5 donc, parce qu'on a marqué rapidement. Mais il y a quelque chose qui me revient en tête pour clôturer cette émission, Naïm. Au match aller, tu te souviens, face à Nantes, le match monstrueux de Mopé, notamment la première mi-temps, où il avait mis au supplice toute la défense nantaise. Il avait été monstrueux sur ce match-là, Neil Mopé. Est-ce qu'on peut imaginer Mopé à la place de Gouiri au Vélodrome ? On sait qu'il apprécie énormément.
Donc, je ne serais pas choqué s'il le met. Mais encore une fois, ça, c'est un peu à la comparaison de Merlin et Dedic. C'est que Guiri a vraiment beaucoup plus de qualité individuelle que Maupay et beaucoup plus de faculté à débloquer un match. Et vraiment, ce qui nous manque, enfin, tous nos matchs vont se jouer sur ça parce qu'une fois qu'on l'a débloqué, eh ben, on a vu à quel point notre jeu se déroule et à quel point on peut écraser tout le monde. Mais c'est normal. C'est dès que les matchs s'ouvrent un peu plus, c'était le cas contre Lyon aussi où tu vois, la deuxième mi-temps était plus ouverte et du coup, ils ont pas tenu le choc alors que c'était Lyon. Donc vraiment, encore une fois, pour moi, on s'en remet à cet éternel premier but et qui te changera à la fois la physionomie du match, mais toute la perception parce que le poteau d'Auxerre qui est au bout de 5 ou 10 minutes, qui se joue à quelques centimètres, et peut-être qu'à la fin, le score du match, c'est 3-0 dans l'autre sens. Ouais, écoutez, c'est ce qu'on espère pour dimanche 20h45. En tout cas, encore une fois, merci mon ami El Gringo. Il y a quelqu'un qui nous a mis dans un message, il me dit tu l'appelles Naïm quand on perd et tu l'appelles El Gringo quand on gagne. C'est vrai on est tellement dépité quand on perd, mais bon, Naïm, on va être optimiste. Le stade, il va être encore à guichet fermé à 20h45. On aura peut-être la pression parce que Nice nous sera peut-être recollé. Ou pas. Il y a Lille-Paris aussi. Je me demande qui va jouer pour Lille ou pour Paris parce qu'il y a un match de Coupe d'Europe qui va arriver pas loin derrière. Donc, Monaco-Reims dès ce soir. Bon, ton prono, Naïm? Écoute, honnêtement, je le sens quand même mieux que le match d'Auxerre que je l'avais dit. J'avais dit que je le sentais pas. Puis finalement, voilà, j'ai voulu me convaincre, mais je le sentais pas ce match d'Auxerre. Je le sens un peu mieux, mais tout va être tellement difficile entre l'arbitrage, entre le style de jeu, entre leurs attaquants qui vont vite. Mais je pense qu'on va rebondir et je sens qu'on va avoir vraiment un Vélodrome plus soudé que jamais contre tout ce qui nous arrive et ça va aider pour dimanche. Tu m'as pas donné ton score. Allez, écoute, moi je vois bien un match avec beaucoup de buts, un 4-2 au Vélodrome et je pense qu'on en encaissera, mais qu'on en marquera aussi. Et on espère que ce sera une grande fête et qu'on arrête de faire un focus sur l'Olympique de Marseille pour ses résultats plutôt plus que pour ce qui se passe sur la scène médiatique, parce que j'ai l'impression que ça arrange pas mal de monde de parler de l'OM et ça fait vendre beaucoup. En tout cas, les amis, encore merci pour tout. Continuez à vous abonner, à liker, à partager. Franchement, c'est un régal avec vous cette saison et on espère vous amener beaucoup plus loin. Et beaucoup nous disent on a hâte de vous voir en Ligue des Champions et la palette en Ligue des Champions, on l'espère nous aussi. Et on sera là jusqu'au bout. Passez une bonne fin de journée et surtout, on se voit, on espère, lundi. John, stop talking. Vincent, j'aime bien. Allez-y les toutous. Allez bouffer l'américain. Allez.